Bienvenue sur Muslim Makers, le podcast où je pars à la rencontre de musulmans ambitieux, au parcours atypique et inspirant. Si tu t'adresses à un public d'un mec qui est jeune, ou d'un mec qui a jamais fait de l'entrepreneuriat, comme là, par exemple, peut-être ton public, tu vois, de musulmans qui ont envie de faire des choses, tu vois, et ben, tu te rends compte que ces gens-là, il faut que tu leur parles avec, avec du concret, tu vois, c'est pas du bullshit à l'américaine, c'est fini ça, tu vois. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast. Bonne écoute. Donc, Eric Gerby, 35 ans, originaire de région parisienne, lyonnais de cœur, parce que j'ai grandi en région parisienne, mais j'ai beaucoup vécu à Lyon, voilà, et donc voilà, j'ai aujourd'hui 10 ans d'expérience entrepreneuriale derrière moi, donc c'est assez, on a de quoi débattre. Voilà, j'ai également quelques expériences d'expatriation, notamment à La Réunion, aux États-Unis et puis en Malaisie surtout, en Asie du Sud-Est. Donc voilà, j'ai évolué dans plusieurs domaines d'entrepreneuriat, de l'import-export, au e-learning, au e-commerce, au digital marketing. On a touché à plusieurs gros projets durant ces 10 dernières années. Donc là, en ce moment, tu es basé en Malaisie. C'est ça, exactement, à Kuala Lumpur. Je suis de retour à Kuala Lumpur depuis 4 mois. Depuis Kuala Lumpur, on pilote notre nouveau projet qu'on a lancé à peu près il y a une année et demie. Donc voilà, je vis à Kuala Lumpur, effectivement. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance? Mon enfance, je viens du 93. Donc j'ai grandi, je suis né à Paris, dans le 12e arrondissement. J'ai grandi en Seine-Saint-Denis, voilà, où j'ai fait la plupart de mes études là-bas, jusqu'à l'âge de 23 ans, où je finis mes études et je décide de partir à La Réunion. Vivre à La Réunion, j'avais une opportunité là-bas où, voilà, d'être responsable commercial pour une société qui faisait de l'import-export. D'accord. Tu as fini tes études à Paris? C'est ça, j'ai fini mes études à Paris. J'étais pas du tout dans l'entrepreneuriat, j'étais dans des études dans le social à l'époque. D'accord. Voilà, pour une grosse partie de mes études. Mhm. Et puis après, j'ai vu que c'était pas forcément quelque chose qui était pour moi et je me suis réorienté dans le commerce classique. Voilà. Et d'où mon départ à La Réunion à l'âge de 23 ans. Et, Donc tu n'as pas travaillé en France j'ai très peu travaillé en France. métropolitaine. Non, j'ai très peu travaillé en France métropolitaine. Et pourquoi La Réunion? Pourquoi La Réunion? J'avais des amis là-bas et ces amis-là m'ont proposé une opportunité justement de travailler là-bas. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de changer un peu de cadre de vie, de sortir un peu de l'Île-de-France et de Paris. Et j'ai tenté l'aventure. Ok. Donc c'était une aventure entrepreneuriale ou bien c'était un poste dans une entreprise? C'était plus un poste dans une entreprise au départ, en tant que responsable commercial du classique. Et puis c'était une petite start-up, une petite boîte, d'une dizaine de salariés. Donc il y avait cette proximité avec les dirigeants, et ça s'est vite transformé en projet entrepreneurial. Au bout d'une année, j'ai monté une société avec le gérant de cette société-là. On faisait principalement de l'import-export entre les pays asiatiques, donc la Malaisie, l'Indonésie et la Chine. On faisait de l'import-export de meubles, d'ameublement à l'époque, qu'on commercialisait sur le département de La Réunion. D'accord. Voilà. Donc La Réunion, combien de temps? La Réunion, 3 ans et demi. 3 ans et demi à La Réunion. Beaucoup de travail. Je travaillais comme un acharné, 10-12 heures par jour, le samedi y compris. On a fait un chiffre d'affaires qui était assez intéressant pour un petit département comme La Réunion. Pas mal de déplacements également en Asie, on faisait du sourcing. En fait, on avait 2 entités. En fait, on avait une entité à La Réunion qui s'occupait de la partie commerciale et une entité en Malaisie qui s'occupait de la partie sourcing. On faisait du sourcing, on avait 3 salariés ici et on faisait principalement du sourcing, du contrôle qualité également. D'accord. Et puis on s'occupait de toute la partie administrative aussi avec les douanes malaisiennes et asiatiques. D'accord. Et du coup, après cette expérience, tu as décidé de quitter la Réunion? Voilà, après cette expérience-là, j'avais envie de changement un petit peu. Le digital, c'était quelque chose qui m'intéressait. Donc j'ai revendu mes parts à mon associé. Et voilà, je suis rentré à Lyon pour développer un projet avec des nouveaux partenaires qui s'appelait Needs à l'époque. Donc Needs, c'était mon 2e projet entrepreneurial. C'était une plateforme sociale média où on voulait concurrencer Le Bon Coin en fait. Donc on avait lancé une plateforme de petites annonces
qui était un peu plus sympa à l'époque, où il y avait possibilité de faire du mobile, de déposer des annonces. On avait développé ça sur 8 à 10 mois en fait. Dans le développement de la plateforme, ça avait pris à peu près 8 à 10 mois. Et on a réussi à l'époque à lever des fonds avec des sportifs assez connus, notamment quelques footballeurs. D'accord. Et on a développé ce projet-là pendant quelques années. Ok. Combien de temps vous avez travaillé dessus? Comme on a travaillé dessus pendant 4 ans. Pendant 4 ans, au bout d'un moment donné, on a développé du chiffre d'affaires, mais l'attraction n'était pas forcément à la hauteur de nos espérances. Donc le projet Needs en fait s'est transformé en agence digitale en fait. On a une agence marketing digitale. Donc on a fait un pivot sur ça. On avait besoin d'avoir plus de croissance, plus de chiffre d'affaires. Et le marketing digital à cette époque-là, c'était vraiment un gros marché. Donc on a fait ce pivot-là, on a choisi de le pivoter. Et donc Needs est devenu Audience Labs après une agence de marketing digital basée à Lyon. D'accord. C'était facile de lever des fonds auprès des footballeurs. Pourquoi les footballeurs d'ailleurs? Pourquoi les footballeurs? En fait, nous, pour Needs, on a tapé à peu près toutes les portes des V6 de Paris. Donc on a eu beaucoup d'échecs, beaucoup de refus. Donc ça nous a réorienté avec des individuels, notamment des sportifs. Pour 2 raisons particulières, c'est que la première chose, c'est que c'est des circuits de décision qui sont relativement courts. Et la deuxième chose, c'est que quand on est face à des sportifs de haut niveau, qui ont un niveau de vie assez confortable, nos demandes en termes de levée de fonds étaient relativement raisonnables. Donc c'était pour nous un bon moyen d'arriver à nos fins. D'accord. Donc 3 ans et demi à La Réunion, 4 ans à Lyon. Voilà, 3 ans et demi à La Réunion, 4 ans à Lyon. Et puis après, en 2014, première expatriation en Malaisie. Non, en 2010, première expatriation en Malaisie. Vous avez posé sur un projet, il me semble, sur les brumisateurs. Ah ouais, ça c'était bien avant. Alors moi, je n'avais pas encore rejoint l'équipe à l'époque. Effectivement, nous, on a une particularité, c'est qu'on travaille à 5. On est 5 amis d'enfance. Et voilà, chacun a son rôle dans tous les projets qu'on a pu lancer. Et moi, j'avais pas encore rejoint en fait le groupe à l'époque. Mais c'est vrai que voilà, mes collaborateurs actuels travaillaient sur un projet ils ont lancé un projet de brumisateur à l'époque, brumisateur de terrasse qu'ils ont commercialisé en France, partout en France. Donc ils ont breveté le produit, développé le produit et ils l'ont fait fabriquer également en France dans les Alpes. Et ça, c'était un projet qui a été lancé pendant la canicule en 2002-2003. Ouais, je me souviens. Il y avait une grosse canicule. Du coup, c'était pendant que tu étais à La Réunion qu'ils ont commencé ça? C'est ça. Pendant que moi j'étais à La Réunion, eux, c'était sur ce projet-là. Ok. Qu'ils ont vendu à un investisseur, un financier de chez Bouygues, au bout de 4-5 ans de maturité du projet, ils ont revendu la boîte à la société. D'accord. Moi, je les ai rejoints en 2009. Et on a lancé Needs en fait en 2009. Donc l'idée a germé en 2009, le temps de le développer. On a fait une première levée de fonds en 2010. Voilà, et en 2010, il y a une première partie de l'équipe qui s'est expatriée en Malaisie. On avait levé à peu près 500 000 euros. Donc ça va assez vite dans les startups, 500 000 euros en France en tout cas. Donc on avait besoin de baisser nos coûts de notre masse salariale et du coup on a voulu développer toute la partie technique et toute la plateforme ici en Asie. Et d'où cette première expatriation. Pourquoi la Malaisie? Pourquoi la Malaisie? Parce qu'on connaissait déjà bien le marché. Mes associés étaient déjà venus plusieurs fois en Malaisie, justement sur le projet de brumisateur. Donc on avait un niveau de connaissance de ce pays-là assez important. Et puis c'est en plein cœur de l'Asie, il y a pas mal de cerveaux ici et de talents disponibles. Donc ça nous paraissait être cohérent et c'est pour ça qu'on a décidé de partir. D'accord. Donc nous, on a une approche de l'entrepreneuriat qui est avant tout une aventure entre amis. C'est la première de nos motivations. Et puis travailler entre amis, c'est aujourd'hui une chance que peu de gens ont. Donc c'est surtout sur cette valeur-là qu'on travaille et qu'on essaie de développer des projets. J'allais te demander c'est quoi les avantages d'être employé par rapport à entrepreneur, mais du coup, tu n'as pas une grosse expérience en tant qu'employé? Ouais, j'ai pas vraiment une grosse expérience, mais j'ai une idée, c'est-à-dire que quand j'ai eu des employés, donc j'arrive à me mettre à leur place. Voilà, quand tu es employé, tu as un peu cette sécurité, en fait,
cette pseudo-sécurité de l'emploi, voilà, de sécurité aussi d'avoir ton salaire, tu as un certain confort de travail, que tu n'as pas forcément quand tu es employé, quand tu es entrepreneur, tu n'as pas forcément toujours ce confort de travail ou cette sécurité financière, ça, c'est sûr, c'est complètement différent. Tu pourrais redevenir employé, toi? Il ne faut jamais dire jamais, hein. Après, il y a des choses qu'on fait pas toujours par choix, mais dans l'idéal, j'aimerais pas. Moi, je préférerais rester sur des projets entrepreneuriaux, sur des projets, voilà, sur des projets qui m'intéressent. Mais après, des fois, quand on a des enfants, une famille, on n'est pas forcément toujours le choix. Voilà, c'est ça, exactement. Beaucoup de projets actuels en ce moment. On bosse sur plusieurs projets, mais notamment un projet qui a commencé, un projet d'e-learning. En fait, on fait de la formation en e-learning depuis le mois de juillet 2018, donc c'est un projet qui est relativement récent. Donc on fait de la formation e-learning pour le personnel médical, donc pour les infirmiers, kinésithérapeutes, médecins. On propose des formations en e-learning sur le marché français principalement pour le moment. Voilà, on essaie de proposer des formations qui sont de qualité, des formations qui rentrent dans un cadre légal d'obligation pour les professionnels de santé. Et voilà, pour l'instant, on surfe sur ce marché-là, de l'e-learning, qui est un marché très très dynamique. Ça a été quoi les moments les plus durs dans votre vie d'entrepreneur? Les moments les plus difficiles, il y en a eu pas mal. Il y en a eu pas mal. Les moments les plus difficiles, c'est forcément quand on arrive à maturité de sa société et ou qu'un marché s'essouffle. Nous, on a eu pas mal on a eu quelques bas en fait dans ces dernières années. Et quand il y a des nouvelles régulations, ou que le marché s'essouffle, et quand il y a des baisses de chiffre d'affaires et forcément des baisses de profit, de rentabilité, c'est des moments qui sont difficiles à passer. Toutes les sociétés, de toute façon, on passe tous par ces moments difficiles. Et c'est là où tu vois si justement les partenaires avec qui tu es, tes collaborateurs, c'est dans ces moments difficiles-là aussi qu'on voit la solidité des partenaires. Et on en a eu quelques-uns, effectivement. D'accord. En tant qu'entrepreneur, on a déjà eu cette discussion et tu conseilles d'avoir plusieurs sources de revenus. Ouais, je conseille. Pourquoi tu conseilles ça? Je conseille d'avoir plusieurs sources de revenus parce que déjà on ne sait jamais demain de quoi est fait demain, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que plus tu as de sources de revenus et plus tu as de capacité financière de t'auto-financer, d'investir et de créer vraiment un capital. Donc, comment tu fais pour avoir, parce que quand on travaille à temps plein, ça prend déjà beaucoup de temps. Effectivement. Est-ce que tu penses que c'est vraiment possible? Je pense que c'est vraiment possible. Après, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont digitalisées, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, que ce soit du consulting, que ce soit créer vraiment de la valeur digitale, des petites formations en ligne, par exemple. Je sais pas, si tu as des compétences particulières dans un domaine, par exemple, tu peux digitaliser des formations ou des petits modules de formation. Il y a vraiment pas mal d'idées, tu vois. Il y a vraiment pas mal d'idées, mais l'idée principale, c'est vraiment d'avoir plusieurs sources d'income. Donc c'est une réflexion permanente. Et de dire, voilà, qu'est-ce que moi je peux apporter, comment je peux faire pour créer de la valeur et commercialiser cette valeur-là. Et plus tu arrives à réfléchir sur ça, et à un moment donné, voilà, toi, par exemple, tu fais du podcast, c'est des choses qui sont aussi intéressantes. Il y a pas mal de choses aujourd'hui avec tous les outils digitaux qu'on a. Même en tant qu'employé? Même en tant qu'employé. Moi, j'ai souvent parlé même avec des intrapreneurs, des gens qui sont employés dans une société, des grosses sociétés françaises, mais qui ont 10, 15, 20% de leur temps où ils développent des projets perso. Et ça te permet déjà de s'enrichir, tu vois, au niveau intellectuel, de toujours rester à la page, de t'enrichir et de travailler sur des projets qui te sont chers. Donc je le conseille à tous ceux qui travaillent dans des boîtes. Par exemple, je sais pas, si tu travailles dans une société, on va dire que tu as un salaire X qui te permet de couvrir tes frais de logement, voilà, tous tes frais fixes de toi et de ta famille. Et après, les incomes que tu peux faire, les revenus que tu peux faire supplémentaires sur d'autres choses, ben justement, tu peux soit les mettre de côté, soit les investir justement dans de l'or, dans un peu de crypto-monnaie, tu vois, tu te dis, voilà, j'essaie d'économiser, je sais pas, X somme d'argent pendant X temps, et à bout d'un moment donné, au bout de 3, 4, 5 ans, j'achète un petit bien, tu vois. C'est des choses où je paye un morceau d'un bouquet, par exemple, tu vois. Il faut avoir cette capacité-là d'avoir vraiment les deux en parallèle. C'est ce que moi, en tout cas, je conseille.
Comment est-ce que tu concilies ta vie religieuse et ta vie professionnelle? Ça fait partie de la vie de tous les jours, en fait, en tant que musulman, tu vois. C'est aussi pour ça qu'on a choisi d'être entrepreneur, parce que quand tu travailles dans une boîte, c'est pas forcément facile pour tout le monde de pouvoir vivre sa vie religieuse. Donc il n'y a pas forcément cette possibilité-là de pouvoir faire ses prières, de pouvoir, dans les moments importants, de pouvoir avoir un peu de temps libre également, tu vois. C'est pas forcément... c'est aussi une des motivations qui nous a poussé, nous, à être entrepreneur. T'as cette liberté-là de pouvoir vivre ton dîme comme tu le souhaites. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui ont ce complexe par rapport à ceux qui font des études de religion, qui se trouvent inutiles. Est-ce que tu penses qu'on peut être aussi important pour la religion en travaillant dans une boîte que quelqu'un qui va faire des études religieuses? Forcément, quelqu'un qui va faire des études religieuses, il aura plus de temps, plus de focus justement sur ce qu'il fait, tu vois, que quelqu'un qui va travailler dans une boîte, parce que forcément, peu importe quel métier tu fais, mais tu as des objectifs, tu as un certain stress qui en découle, tu es généralement managé par des supérieurs, donc tu as forcément moins de possibilités. Mais néanmoins, je pense que c'est possible d'allier les deux. Après, pas forcément pour tout le monde, mais par exemple, je sais pas, quelqu'un qui travaille dans une boîte, mais en même temps, il connaît, par exemple, il a une forte connaissance du Coran, etc. Je sais que, par exemple, j'ai vu, rien ne t'empêche de donner des cours en ligne, par exemple. Rien ne t'empêche de faire des visioconférences sur des thèmes particuliers. Rien ne t'empêche de développer des micro-formations sur mobile ou quoi que ce soit, tu vois. D'utiliser aussi ta science, mais aussi... Partager en fait ta connaissance. Partager ta connaissance, effectivement. Je pense ou bien ton savoir-faire. Voilà, ta connaissance, ton savoir-faire, ou même des fois ta passion. J'ai des amis, par exemple, qui font du self-défense, tu vois, ils font des cours à distance, tu vois, des vidéos, des conférences, des bootcamps, tu vois. Ils utilisent vraiment soit leur passion, soit leur connaissance à bon escient. Je sais que toi, tu t'investis dans plusieurs projets. Je ne sais pas si tu veux partager un peu au moins un des projets dans lesquels tu travailles pour aider la communauté. Ouais, nous on a choisi collectivement, depuis Lyon, en fait, on avait fait un peu de distribution de repas en fait, pour des réfugiés. Donc ça, c'était un projet qu'on a mis en place il y a 3 ans. Tous les jeudis, on faisait de la distribution de repas, voilà, tous les jeudis. C'est un projet intéressant, c'était un projet très intéressant, ça permet de sortir un peu de ton quotidien aussi, de côtoyer des gens qui ont des histoires, qui ont voyagé, des difficultés aussi, et ça te permet de rester sur terre surtout. Rester sur terre, rester humble, et puis de constater aussi qu'on est chanceux, on a de la chance d'être des Occidentaux. Donc voilà, c'était un projet vraiment très intéressant. C'était à Lyon. Et puis ici en Malaisie, depuis quelques semaines, quelques mois, on essaie de structurer un projet sur des réfugiés, sur des jeunes enfants réfugiés qui vivent dans des conditions un peu difficiles, et du coup on essaie de structurer un projet autour de ça. Et, c'est encore en cours, donc je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail, mais voilà, on essaie de les accompagner sur certains besoins fondamentaux qu'ils ont, et on va voir sur 2020 ce qu'on va pouvoir mettre en place, peut-être un projet sur plusieurs années. On va voir, on est encore en train de réfléchir. C'est quoi qui t'épanouit toi dans la vie? C'est quoi qui m'épanouit? Il y a ma famille, forcément. Ça, c'est la première source d'épanouissement. Ensuite, c'est toujours la première source d'épanouissement. C'est sincèrement, professionnellement en tout cas, c'est la possibilité de travailler avec mes amis. Ça, c'est vraiment la première source d'épanouissement. Tous les matins, on se lève et on a le plaisir de travailler ensemble. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis après, voilà, on a toujours aussi, on essaie de développer notre commerce, de développer nos activités, et ça c'est assez motivant pour des gens qui sont un peu... je suis quelqu'un de très objectivé, j'essaie d'avoir beaucoup d'objectifs, donc c'est toujours intéressant de se lever le matin, de se dire voilà, aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire, comment on va le faire. T'as une routine un petit peu? Ouais, j'ai une routine un peu, ouais. J'arrive le matin, j'ai vraiment au bureau autour des 9h30, on fait souvent un petit meeting dès le matin autour d'un café. Vous travaillez 9h30, c'est par rapport à la France? Ouais, 9h30, ouais, d'ici, en fait, de la Malaisie, forcément, donc j'ai travaillé aux heures françaises, donc on va dire 16h, 15h30, 16h heure malaisienne, ce qui fait 9h30, 10h en France. Forcément, parce qu'on a encore des collaborateurs là-bas, donc on est obligé de s'aligner sur ça.
Voilà, donc on arrive le matin, généralement on prend un café, petit débrief, et puis on déroule la journée. Généralement chacun a ses tâches, tu vois, on a tous des tâches. Nous, par exemple, on s'occupe de tous les stagiaires, le SAV, enfin voilà, les gens. Moi je m'occupe plus de la partie développement des modules, donc je suis en contact généralement avec tous mes formateurs. On fait le point sur les avancées, etc. Et puis on a tous des to-do list assez importantes dans la journée, donc après ça varie d'une journée à l'autre, mais on travaille entre 8 et à peu près 8 heures, 8 heures et demie par jour. Après, quand t'es entrepreneur, il n'y a pas vraiment de limite, hein. On peut parler, discuter, on a des groupes sur WhatsApp, on est tout le temps en contact, c'est un peu spécifique en fait, on s'arrête jamais en fait. En termes de cadre de vie, pour le même salaire que tu touchais par exemple en France et ici en Malaisie, qu'est-ce qui change? Mais il change, il y a beaucoup de changements. Voilà, enfin, je pense qu'en Malaisie, on a beaucoup plus de pouvoir d'achat, forcément. Beaucoup plus de pouvoir d'achat. Qui dit pouvoir d'achat dit qualité de vie supérieure. Voilà, la possibilité de faire un peu plus de sport, d'avoir un appart un peu plus sympa, un bureau aussi que tu n'aurais pas forcément à Lyon ou à Paris, tu vois, pour des prix qui défient toute concurrence. Donc tu as un cadre de travail sympa et un cadre de vie aussi assez attractif. Donc ça c'est vraiment sympa. Est-ce que tu peux décrire un petit peu, parce que je crois qu'on se rend pas très compte. On se rend pas très compte, ouais. En France, pour 1000 euros, pour 750 euros, t'as 70 mètres carrés, 80 mètres carrés. Après, tout dépend des zones où t'habites. Ouais. Sur Paris, c'est peut-être un peu plus, forcément. Mais ici, en Malaisie, pour 800 euros, t'as 150 mètres carrés avec tous les équipements qui vont avec. C'est vraiment différent. Salle de sport, piscine, sauna. Ouais, voilà, ce genre de choses-là. Tu augmentes ton niveau de vie, donc c'est vrai que c'est intéressant. D'accord. Est-ce que tu recommandes aux personnes en France de s'expatrier? Après, moi, je recommande aux personnes en France de tenter une aventure d'expatriation, que ce soit dans les dom-toms ou que ce soit à l'étranger. Je pense que c'est très riche d'enseignement. C'est très riche d'enseignement. Tu te découvres, toi, en tant qu'expatrié, ou tu te découvres en tant qu'entrepreneur à l'étranger. Forcément, tu rencontres du monde, tu parles dans une autre langue, c'est vraiment très enrichissant. Après, il y a des gens qui le font pour leurs études, des gens qui le font pour le travail, d'autres qui s'expatrient très longtemps, d'autres c'est pendant une année, pendant un programme Erasmus par exemple. Moi, je pense que c'est vraiment enrichissant dans un parcours, effectivement. Ok. Et tu penses qu'il y a quand même est-ce qu'il y a des dangers de vivre à l'étranger, surtout quand tu pars jeune? Il y a toujours des dangers, forcément, il y a toujours des dangers. Il y a des dangers financiers déjà, premièrement, parce que quand tu t'expatries, c'est pas toujours avec une réserve d'argent, tu vois, qui te permet en cas de problème de réagir. Donc il y a ce premier danger-là. Après, je conseille souvent aux gens de s'expatrier, pas forcément, si c'est possible, pas forcément tout seul. C'est aussi bien d'avoir soit un ami, soit une famille, une personne référente dans le pays où tu vas t'expatrier. Ça facilite beaucoup les choses. Parce qu'il y a beaucoup de solitude. Il peut y avoir la solitude. Effectivement. Il peut y avoir la solitude. Après, il y a des gens qui arrivent à bien s'accommoder avec ça, et d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Tu parlais aussi de quel avantage ou quel désavantage, le fait aussi il y a un manque de la famille, forcément, tu les vois pas autant que tu souhaites, tu partages quasiment plus de moments avec eux. Donc ça fait partie des éléments qui sont pas forcément faciles tous les jours. En tant que musulman, dans ta vie de tous les jours, c'est quoi les plus gros obstacles que tu as pu avoir? Bonne question, ça. En tant que musulman, quels seraient les plus gros obstacles? Des fois, professionnellement en tout cas, tu peux avoir un petit peu des délits de faciès, on va dire. Faut pas se cacher, hein. Il y a des gens, ils ne souhaitent pas forcément collaborer avec des gens qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, on va dire. Donc ça, on l'a vécu, et ça peut faire partie des obstacles. Après, les autres obstacles, c'est forcément aussi de pas attendre, d'essayer de, financièrement parlant en tout cas, de pas faire de la facturage, par exemple, tu vois. Quand tu as une société, tu sais qu'en termes de fonds de roulement, tu peux faire de la facturage, mais forcément, il y a du les bas, donc c'est pas céder à cette tentation-là, pas faire de crédit également, tu vois, des choses qui sont des fois difficiles, parce que tu as besoin de fonds de roulement, tu as besoin de capitaux pour développer, et tu peux pas faire appel à aucune banque ou à aucun organisme de financement, donc ça c'est très très compliqué, franchement c'est l'une des plus grosses barrières, je pense, pour les entrepreneurs musulmans. C'est quoi tes objectifs à toi? Les objectifs personnels ou professionnels, je veux dire? Professionnels et personnels. Professionnels, on a une roadmap assez
assez détaillé pour les 2-3 prochaines années, donc en termes de chiffre d'affaires, en termes de croissance, en termes de prise de part de marché, on a des objectifs assez importants. Donc on va essayer moi je vais essayer en tout cas de faire en sorte de tout donner pour arriver à ces objectifs-là. Et puis voilà, à côté de ça, voilà, il y avait ce projet-là dont je t'ai évoqué, ce projet avec les enfants qui me motive également. Donc on va essayer de donner plus de temps possible à ce projet-là et de faire en sorte que ça se concrétise. Donc il y a ces deux projets-là mon projet entrepreneurial de ma société et puis ce projet-là qui... Je pense que c'est important de se mettre des objectifs. Je pense que c'est important. Ouais. Ça te permet d'avoir de la vision, ça te permet de te lever le matin aussi avec cette détermination qui fait que tu vois, tu avances en fait, tu as ce sentiment d'avancer. Il y a toujours des embûches tout au long de la roadmap aussi, elle peut changer, tu vois, tes objectifs peuvent changer en cours de route, la plupart du temps c'est ça, mais je pense que c'est bien de se fixer des objectifs à court terme et puis à moyen terme. Long terme c'est un peu compliqué, mais à court et moyen terme je pense que c'est très important. Est-ce que tu consommes beaucoup de contenu? Tu m'as parlé tout à l'heure un peu de ton temps libre, tu fais des formations pour toi-même et tout. Est-ce que tu écoutes des podcasts, tu lis des livres, tu as des choses à conseiller? Je conseille à beaucoup de gens d'essayer d'absorber le plus de contenu possible, que ce soit sous forme de podcast ou aujourd'hui il y a Cooper par exemple qui te permet de faire les... Cooper par exemple, moi je trouve que c'est un outil génial. Je partagerai. Quand tu as une trentaine de minutes, tu peux te faire des résumés de livres assez sympas que tu n'aurais pas forcément eu le temps de lire. D'écouter des podcasts, maintenant c'est vrai que c'est assez sympa de pouvoir avoir pas mal de gens qui partagent leurs expériences, et ça peut donner des idées. Puis toujours lire, c'est important d'essayer de se cultiver toujours. Et moi je pense que c'est vraiment... Tu as besoin de te former toi, dans ton travail? J'ai besoin de me former, je pense qu'on a tous besoin de se former. Nous on se forme vachement sur le tas, c'est vrai qu'on apprend tous les jours un peu, mais c'est vrai que la formation, faire des formations digitales, des formations en ligne, faire un doctorat, faire un master, faire une formation sur quelque chose de très spécifique, je pense que faut toujours rester dans cette dynamique de se former tout au long de sa vie. Et aujourd'hui... C'est quelque chose qui a beaucoup changé par rapport à l'époque. À l'époque, tu pouvais avoir ton travail, ça changeait pas en fait. Et maintenant, ça évolue tellement vite que... Ça évolue vraiment très vite. On est dans une société où tout change très très vite. Donc du coup, si tu veux vraiment t'adapter, si tu veux vraiment... être capable de pouvoir changer de travail quand tu le souhaites, forcément il faut rester toujours dans cette dynamique d'auto-formation, un peu un autodidacte toute ta vie en fait. Et aujourd'hui, franchement, il y a tous les outils pour le faire. Il y a vraiment même plus d'outils qu'on ne peut les utiliser, depuis ton portable, sur YouTube, sur des plateformes d'e-learning, tu as la possibilité de prendre des cours le week-end aussi, le samedi matin. C'est vraiment très riche maintenant, il y a vraiment beaucoup de choses. Si tu te formes pas, tu te retrouves vite à la ramasse. Tu t'exposes forcément à un risque, c'est-à-dire qu'un jour, si vraiment tu t'es pas formé, t'as pas avancé, t'es resté sur tes acquis, un jour ton patron, t'es pas à l'abri qui te dise j'ai trouvé un meilleur talent, ou j'ai trouvé quelque chose de mieux, et voilà, même si t'es en CDI, à un moment donné, si t'es plus productif, tu vas t'exposer à des risques. Donc je pense que c'est vraiment important de se mettre dans cette dynamique-là. Tous les jours en fait, un peu tous les jours. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. J'essaie de minimum me faire un podcast par jour. J'essaie de faire un ou deux livres par mois, par exemple. Il y en a qui arrivent à faire beaucoup plus. Mais, voilà. Et puis après, il y a toujours, une fois tous les 2-3 ans, ça peut être bien de faire, tu sais, des formations, je sais pas, sur Harvard X, par exemple, sur des sujets très spécifiques. Moi, je m'intéresse vachement à la crypto en ce moment, mais il y a des choses, tu peux faire de la finance, tu peux faire vraiment... Plateformes comme Coursera, tout ça. Voilà, sur des plateformes comme Coursera, ou même maintenant toutes les universités, elles ont aussi leur plateforme en ligne, donc tu peux faire des cours qui sont des fois même gratuits, c'est vraiment très intéressant. Tu peux avoir des cours à Harvard en ligne, ce qui était inimaginable il y a quelques années, tu vois. Ok. Si tu avais un conseil à donner à un jeune, on va prendre un jeune musulman qui est en fin de lycée ou commence ses études supérieures, tu le conseillerais de se focus sur quoi? Bonne question. Un jeune musulman qui sort de ses études, on va dire, moi je lui conseillerais de se focaliser sur la diversification de ses expériences, d'aller faire des stages, d'aller voir ce qui se passe, que ce soit dans les entreprises ou dans des jobs spécifiques, de vraiment pas avoir peur de vraiment rentrer dans les entreprises ou dans les sociétés, parce qu'il n'y a que là où tu te rends compte en fait si vraiment c'est fait pour toi,
Il n'y a que là, sur ces endroits-là, souvent dans les startups ou dans les petites structures où tu échanges beaucoup avec les gens. Donc, je conseille vraiment à tous les jeunes de faire le maximum de stages, que ce soit en France ou à l'étranger, de vraiment essayer de comprendre les marchés des entreprises, de comprendre comment ça fonctionne. En fait, c'est de dire à ces jeunes, en fait, ok, c'est quoi le kick-off? C'est-à-dire que je suis là, je suis un étudiant, ou je suis dans un taf qui me saoule, parce qu'au bout d'un moment donné, je voulais pas trop le dire, mais au bout d'un moment donné, quand ça fait 2 ans que tu bosses dans une boîte, franchement, tu fais des tâches qui sont cycliques, tu vois, c'est toujours la même chose, tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce qui fait que tu pourrais, c'est pour ça que je parlais de l'intrapreneuriat, c'est super intéressant, l'intrapreneuriat, en fait, ça te dit, en fait, que tu travailles dans une boîte, et d'ailleurs, je pourrais te donner, il est pas musulman, mais ça pourra peut-être pas le faire pour toi, mais j'ai un pote à moi qui fait ça, en fait, tu vois. Ça, en fait, tu dis, voilà, je travaille 95% pour la boîte, pas de problème. 5% de ce temps, de mon temps de travail, je le consacre à un projet perso, peu importe, hein, entrepreneuriat, bénévolat, peu importe, tu vois ce que je veux dire. Mais ça te permet de quoi? 2 choses, ça te permet en fait de piloter un projet personnel, tu vois. Ouais. Tu vois, en fait, de te confronter aux problématiques, de te confronter aux échecs aussi, parce qu'il y a c'est sur les échecs que forcément tu rebondis, tu vois. C'est super ça. L'intrapreneuriat, c'est, au départ, hein, je l'ai pas forcément fait moi, mais ça me permet le moyen le plus intéressant de pouvoir accéder à l'entrepreneuriat, tu vois, tout en diminuant les risques, parce que tu as toujours ton travail, tu vois ce que je veux dire, mais en même temps, tu te consacres une partie de ton temps à ça, et je pense que ça pourrait même, si tu trouves des mecs, par exemple, qui sont dans l'intrapreneuriat, des musulmans, tu vois, ça pourrait faire l'objet d'un podcast, parce que c'est pour moi, là, si tu veux, après, tu vois, il y a des gens, par exemple, qui sont dans leur famille, qui sont déjà dans le business, donc, tu vois, c'est de la continuité, tu vois, les gens sont pas du tout dans le business, et du coup, comment basculer dans l'entrepreneuriat, c'est pas facile, tu vois, il faut de l'argent, beaucoup de mecs se plantent, tu vois. Et pour moi, l'intrapreneuriat, c'est vraiment, ça te permet de diminuer les risques, vraiment. C'est ce qu'ils font chez Google. Ils proposent à tous leurs employés, s'ils veulent s'intéresser à un autre job, ils ont jusqu'à 20% de leur temps. Ouais. Et si, je vois, je me rappelle. Voilà, c'est ça, Google. Après, Google, c'est un peu, tu vois, je sais pas comment, c'est une vision un peu, tu vois, ils sont tellement un gros groupe et tout. Moi, je te parle plus de l'intrapreneuriat dans des startups ou dans des petites boîtes ou dans des boîtes, tu vois, des boîtes à taille humaine. Parce que Google, ils sont plein de techniques, tu vois ce que je veux dire. Ils ont des baby-food, des techniques, des machins. C'est pour ça que j'étais vraiment comme ça avant, tu vois, même Salim aussi, tu vois, je te jure, on se tapait tous les podcasts sur les startups américaines, je regardais Shark Tanks. C'est genre des mecs, ils viennent, ils font un pitch. Tu connais Shark Tanks? Ouais, j'ai vu sur Netflix. Voilà, je me suis tapé mais il y a 3 ans déjà, c'est toutes les saisons de Shark Tanks, tu vois, ou 4 ans en arrière, tu vois. C'est dans l'app, moi je mets pas trop ce truc, hein. Tu vois, mais maintenant j'arrête, parce que je me rends compte qu'en fait, si tu t'adresses à un public d'un mec qui est jeune, ou d'un mec qui a jamais fait de l'entrepreneuriat, comme là, par exemple, peut-être ton public, tu vois, de musulmans qui ont envie de faire des choses, tu vois, et ben, tu te rends compte que ces gens-là, faut que tu leur parles avec du concret, tu vois, c'est pas du bullshit à l'américaine, c'est fini ça, tu vois. Faut parler de risques, faut parler de je te disais la curiosité aussi, il y a beaucoup de gens, malheureusement, tu vois, qui sont pas curieux, tu vois, tu vois, pour eux, la normalité, le goût du risque, c'est pas tout le monde qui l'a, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que l'intrapreneuriat, ça pourrait faire l'objet d'un podcast. Quelque chose de réaliste. C'est quelque chose de réaliste, et wallah, l'intrapreneuriat, pour moi, c'est à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que tu bosses dans une boîte de 5%, 10% de ton temps, tu consacres à un projet, tout le monde peut le faire ça. Tu vois, ça foire pas, peu importe, mais tu commences à travers l'entrepreneuriat à découvrir un peu, tu vois, les marchés, comment structurer un projet, comment pitcher, comment avoir un BP, un business plan, tu vois, comment avoir les premiers feedbacks de tes interlocuteurs sur ton idée ou ton projet, tu vois. Et il y a vraiment, un peu comme on a discuté toi et moi, voilà, un peu comme toi ce que tu as fait, t'as diversifié énormément d'expériences et ça t'a permis de savoir à un moment donné ce que tu souhaitais faire et comment le faire. C'est vrai que à ce niveau-là, on est très nombreux à pas savoir exactement ce qu'on veut faire. On s'oriente vers une thématique, soit où on est bon, soit c'est ça à la mode, ou bien des fois même on n'a pas le choix, on n'a pas les résultats qu'il faut et du coup on finit dans un domaine où on n'est pas forcément épanoui. Mais dans tous les cas, oui, on sait pas exactement ce qu'on va faire et c'est vrai que, comme tu dis, faut être curieux. Faire des expériences. Faut vraiment essayer d'être curieux en fait. Plus t'es curieux en fait, plus ça te permet en fait au début tu sais pas du tout ce que tu veux faire et plus après tu rencontres, comme je te disais, tu rencontres des entreprises, des gens ou tu vas dans des salons ou tu vas dans des meet-up par exemple et ça te permet de petit à petit en fait resserrer les taux et de te dire ok c'est ce que je voudrais faire pendant quelques années et après de cette expérience là tu rebondis sur quelque chose d'autre. Mais je pense que la curiosité c'est vraiment ce qui fait que tu peux arriver à être épanoui dans ton travail au bout d'un moment donné. Est-ce que tu penses que pendant tes études, bon je sais pas si t'as grandi dans un quartier où je sais pas, t'as grandi à Drancy, tu m'as dit? Moi, j'ai grandi à Bobigny. À Bobigny? Très loin de l'entrepreneuriat à l'époque.
t'es pas vraiment dans l'ambiance d'entrepreneuriat ou comment t'as fait pour tu t'es extirpé de là-bas ou Je me suis extirpé, bah justement, en fait, ça faisait partie de ça. J'avais envie de découvrir des choses et de sortir un peu de cet environnement-là. Et j'ai découvert, moi, personnellement, l'entrepreneuriat à La Réunion, même si j'avais déjà moi, j'avais des cousins, des collaborateurs actuels qui étaient déjà dans l'entrepreneuriat. Donc, j'avais des discussions avec eux, des échanges, mais j'étais pas encore, voilà, j'avais pas encore basculé de l'autre côté. Et j'ai vraiment découvert, moi, l'entrepreneuriat, encore une fois, à La Réunion, tu vois. est-ce que tu sens que t'es pas assez prêt d'avoir un autre destin, être bloqué à Bobigny? Ouais, très près. Je suis passé très très près de ça, jusqu'à un jour, voilà, un jour où j'ai vraiment pris la décision en gros, de laisser ma vie actuelle. Voilà, j'avais tout ce qu'il fallait. Bah, j'étais plutôt pas mal, mais un jour j'ai décidé de voilà. En fait, je suis allé à La Réunion une fois en vacances et j'ai vu que c'était vraiment sympa et ça m'a vraiment donné envie de partir. Donc j'ai construit ce projet-là pendant 8 mois avant de partir. Tu vois, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai travaillé et voilà. Et après j'ai été postulé pour ce travail-là en fait, pour ce job. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entre nous, notamment les musulmans maghrébins, on n'a pas forcément la chance de vivre dans des lieux où on nous pousse, tu vois, à se développer, tu vois, c'est surtout dans les quartiers, tout ça. Et du coup, toi, t'as pris la décision tout seul, tu t'es dit, voilà, je vais sortir de ça. Ouais, tout seul, ça a pris du temps, hein. C'est des réflexions, en fait. Si personne te pousse, t'as eu des mentors, t'as eu des... J'ai pas eu des mentors, mais j'ai eu, comme je te disais, j'ai eu beaucoup d'échanges avec mes cousins. Qui étaient eux déjà dans l'entrepreneuriat et du coup je voyais un peu je voyais ça de loin en fait, je voyais un peu comment ils évoluaient, ils travaillaient entre eux et à l'époque ils se déplaçaient énormément. Ça donnait envie. Ouais, ça donnait envie en fait, je voyais qu'en fait ils étaient épanouis et que c'était très dynamique, donc ça me donnait envie, mais à cette époque-là j'étais très loin de m'imaginer que moi aussi je puisse basculer dans l'entrepreneuriat. La première barrière c'est de te dire voilà, j'ai pas trop de sous, comment je vais faire, tu vois, pour développer un projet. Forcément, il faut un peu d'argent. Donc, à l'époque, j'avais zéro, j'avais rien. Et c'est pour ça que j'ai travaillé dans cette boîte-là. Après, souvent, moi, j'ai toujours été très investi dans ce que je faisais, en fait. Et quand j'ai fait ce premier travail-là, je me suis investi à 200%. Et j'ai eu des résultats, en fait, de mon travail, en fait. J'avais des bons résultats. On avait des forces commerciales qui faisaient des bons résultats. Et on avait un bon chiffre d'affaires. Et du coup, tu donnes envie aussi aux autres de collaborer avec toi, tu vois. Donc, c'est comme ça que doucement, petit à petit, j'ai pu... Quand je regarde le parcours des gens, il y a souvent ce petit... je sais pas si c'est dû à ça, mais souvent quand la personne décide de partir du lieu où il vit, on sent que c'est ça qui fait que ça déclenche des choses. Parce que quand tu restes dans ton quartier, dans ton endroit où tu vis, tu finis par être bloqué dans ton environnement, dans ta zone de confort. C'est ça, ouais, c'est ça en fait, je pense que ouais, il y a la curiosité et essayer de sortir de sa zone de confort aussi. Ces deux éléments-là qui souvent débouchent sur des choses assez concrètes, tu vois, t'extirper un peu de là où tu habites ou à proximité de tes parents, de ta famille, on va dire que t'es dans la facilité. Bon, pour moi en tout cas, partir à La Réunion avec très peu d'argent et voilà, avoir juste ce job-là, tu sais, où t'es forcément obligé de réussir ou sinon ça va devenir très compliqué. Forcément, tu vois, te mettre un peu au pied du mur, je pense que c'est là où forcément t'es souvent le meilleur de toi-même, tu vois. T'es souvent le meilleur. T'apprends beaucoup, tu fais forcément beaucoup d'erreurs, mais se mettre souvent dans ces dispositions-là, je pense que ça peut être... Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, effectivement. Comment est-ce que tu fais pour garder cette même motivation que tu avais quand tu as commencé? Toujours eu cette motivation, après c'est un peu un trait de caractère peut-être, tu vois. C'est peut-être un trait de caractère, mais surtout, voilà, j'ai toujours eu l'envie de me réaliser en fait, de te réaliser, de te prouver à toi-même que tu étais capable de faire des choses, d'atteindre tes objectifs que tu t'étais fixé, tu vois. Ça a toujours été un leitmotiv, donc on essaie de rester comme ça, on essaie de continuer comme ça. Super. Est-ce que tu as un livre ou bien un podcast à conseiller, un contenu, je sais pas, un article, ça peut être n'importe quoi? Un podcast, moi j'aime beaucoup en ce moment, j'écoute beaucoup La Martingale, c'est plutôt pas mal. Après, il y a tellement aujourd'hui de podcasts que moi je me suis abonné à pas mal, j'en ai pas un en référence tout de suite qui me vient à l'idée, mais je conseille vraiment de s'abonner à plusieurs podcasts différents qui ont des angles, des visions différentes, et ça te permet toi après de faire ton propre jugement, tu vois. Donc j'ai pas de podcast aujourd'hui à te donner en particulier, mais je me suis abonné à tellement, j'en écoute tellement que voilà, il y a La Martingale, comme je te disais, voilà, moi j'écoute aussi
solopreneur, voilà, qui t'explique un peu comment monter toi-même tout seul des petits business, tu vois, des petits e-commerce, tu vois, en dropshipping ou monter, voilà, on parle aussi souvent de différentes sources d'income, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. D'accord. Voilà. Après, voilà, s'inspire aussi J'arrête un peu tous les podcasts un peu pro-business, success story à l'américaine, parce que c'est souvent très loin de nos réalités d'entrepreneurs. C'est-à-dire tous ces entrepreneurs successful, ça m'a un peu, voilà, je suis un peu fatigué de ça, donc j'essaie de m'orienter vers des choses qui sont un peu plus concrètes, plus à notre niveau à nous, avec nos réalités et nos difficultés à nous en tant que musulmans, tu vois. Par rapport à votre projet professionnel, est-ce que vous êtes à la recherche de recrutement, de collaborateurs? En ce moment, je cherche des collaborateurs, je cherche des formateurs, des médecins. On a des besoins, nous, de développer notre catalogue de formation et de contenu. Donc, voilà, plus j'ai de collaborateurs et plus je vais pouvoir avancer dans... Je vais mettre ton LinkedIn en description. Comme ça, moi, s'il y a des gens qui sont médecins, ils pourront te contacter pour pas t'aider à créer une formation. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. D'accord. En tout cas, je te remercie beaucoup Merci à toi. De ton accueil. Avec grand plaisir. Merci. Et à bientôt, Inch'Allah. À bientôt, Inch'Allah. Ça va cool. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, etc. Et faites-le savoir aux intervenants en les taguant si possible. Enfin, si vous êtes sur iTunes, vous pouvez aider à promouvoir le podcast en mettant 5 étoiles et en laissant un commentaire. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à dimanche prochain, Inch'Allah.